Bonsoir. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Joshua Ossi, candidat pour le Social Democratic Front, le SDF, dévoile sa vision pour le Cameroun à travers son programme politique intitulé « Sauver le Cameroun ». Dans ce contrat avec la nation, il promet un nouveau départ pour le pays autour de 5 axes majeurs. Gouvernance, paix et sécurité, inclusion sociale, relance économique et financière, ainsi que des réformes en profondeur dans la santé, l'éducation, les infrastructures, la culture et le numérique. Bref, une transformation globale du pays. Ce soir, dans Entretien avec, il répond sans détour aux préoccupations des Camerounais et détaille des mesures qu'il envisage et entend mettre en œuvre s'il est élu président de la République. Honorable Joshua Ossi, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez honorable au président? Joshua Ossi. D'accord. Merci. C'est votre première sortie à l'issue du mois après la présentation de votre programme politique à Yaoundé. Tout à fait. Merci infiniment. On va y aller tout de go. Vous parlez d'un Cameroun sclérosé. Après 43 ans de règne du même système, quels sont selon vous les chantiers prioritaires pour restaurer la gouvernance dès votre arrivée au pouvoir, au lendemain du 12 octobre et surtout après la prestation de serment? Alors, je pense que pour restaurer la gouvernance, la toute première chose qu'il faut faire, puisqu'on parle de gouvernance, c'est d'abord de travailler sur la confiance, de faire renaître la confiance entre les Camerounais et les gouvernants, c'est-à-dire entre les gouvernés et les gouvernants. Il s'agit de restaurer la confiance entre les citoyens et la République. Et donc, c'est un vaste chantier. Déjà, il faut, et nous sommes attelés là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il faut des mesures immédiates et des mesures de rupture. Donc, on a une trentaine de mesures qu'on peut prendre. Il faut comprendre que beaucoup de mesures doivent être des mesures profondes et les autres doivent être des mesures qui passent par le Parlement. Donc ce ne sont pas des mesures qu'on peut prendre immédiatement. Et donc la trentaine de mesures que nous proposons sont toutes des mesures qui peuvent être prises soit par décret présidentiel ou alors par ordonnance du président de la République. Alors, cela dit, sur ce chantier en termes de mesures à prendre, telles que vous le dites à l'instant, Joshua, vous promettez réformer en profondeur et en 3 ans, concrètement, quelques-unes des institutions. Ce seront lesquelles en premier? Alors, là, on est passé des mesures urgentes de rupture. On est déjà dans la gouvernance elle-même, au fait, pour rétablir la gouvernance dans ce pays. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une rupture du pacte social dans ce pays. Donc, il faut faire remettre en place ce contrat social entre la République et les citoyens. Et pour ce faire, nous pensons qu'on a besoin de 3 ans. On a besoin de 3 ans parce qu'il faut un grand dialogue national. Il faut vraiment se parler entre nous. Et pour y arriver, nous passons par 3 étapes, ou même 4 si vous voulez. La première étape, c'est d'avoir un exercice de paix, de vérité, de réconciliation. Ensuite, partant de là, on va vers cette conversation nationale, je vais l'appeler ainsi, où tous les Camerounais se rencontrent pour partager leurs désirs d'avenir, les espoirs qu'ils ont pour un meilleur contrat social, ce qu'ils pensent, quel est le rôle de l'État, quelles sont les libertés qu'on veut se donner, quelles sont celles qu'on ne veut pas se donner. Bref, avoir une grande conversation nationale qui se termine naturellement par une conférence constitutionnelle. D'accord. Et à la fin de cette conférence constitutionnelle, et tous ces exercices sont contraignants, contrairement au grand dialogue que nous venons d'avoir et la tripartite et les autres, qui n'étaient pas du tout contraignants. Okay. Et à la fin de cela, nous avons un projet de constitution qui sera soumis au peuple camerounais par voie de référendum. Donc nous pensons que nous avons besoin de 3 ans pour y arriver. Et au bout de la 3e année, qu'on présente ce référendum au peuple camerounais, nous souhaitons fortement que ce référendum nous donne, et nous allons travailler jour et nuit pour y arriver, que ce référendum nous donne une nouvelle constitution qui va consacrer le fédéralisme,
Beaucoup de gens me demandent à combien d'États et je leur dis que c'est pas ça l'important. Je peux y revenir tout à l'heure et ensuite on va en reparler, j'espère. Et puis ensuite qu'on ait aussi un système semi-parlementaire où le Parlement reprend véritablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale pour qu'au fait finalement on puisse avoir un système qui fonctionne, donc un régime semi-parlementaire, un système fédéral qui fait en sorte qu'au fait les contrôles sont en place, les trois axes du pouvoir judiciaire, exécutif et parlementaire s'autorégulent et on n'aura plus besoin d'avoir un roi à la place du président, c'est-à-dire qu'on aura cassé le système pour que plus jamais on soit dans le système dans lequel on est aujourd'hui où nous avons un monarque à la place à la tête d'une république. Et quelle place donc dans votre dispositif occupera le Parlement? Vous êtes député, vous semblez vouloir réformer. Dans un régime semi-parlementaire, c'est très simple, ça veut dire qu'au fait, le rôle du Parlement est renforcé, le contrôle de l'exécutif est renforcé, et donc par exemple, les nominations, je peux donner un exemple, les nominations du Premier ministre, du gouvernement et de tous ceux qui comptent vraiment dans la République doivent être approuvés par le gouvernement, par le Parlement, pardon. Ça veut dire qu'au fait, il y a une sorte d'investiture parlementaire. C'est ce qui arrive déjà dans les autres démocraties qui se respectent. Et il y a beaucoup d'autres points comme cela. Par exemple, le fait que les membres de l'exécutif ou les fonctionnaires, par exemple, ne pourront pas en tant que tels être membres du Parlement, ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui fait un peu une confusion de rôle. Cela dit, vous envisagez par ailleurs assurer la garantie de l'indépendance de la justice à travers vos réformes dans un pays où la séparation des pouvoirs est souvent remise en cause. Concrètement, en quoi cela consistera-t-il? Écoutez, je pense que c'est tout le fond même de cette réforme et le fait de donner cette réforme, c'est-à-dire de donner cette nouvelle constitution par voie référendaire au peuple pour que vraiment il ait la légitimité nécessaire pour représenter les aspirations des 30 millions de Camerounais. Le fond, c'est véritablement de séparer les pouvoirs et que ces pouvoirs s'autorégulent. Ça ne sert à rien d'avoir trois pouvoirs quand il y a un pouvoir qui contrôle les deux autres. Ça ne sert absolument à rien. Et au niveau du judiciaire, il y a beaucoup de réformes qui sont proposées qu'on devra prendre en compte. Par exemple, il est quand même on ne peut pas parler d'une justice indépendante, autonome, quand nous voyons le poids de l'exécutif sur le judiciaire. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une justice qui fonctionne véritablement, quand aujourd'hui vous voyez que les magistrats et les procureurs et les autres dans le système judiciaire dépendent des nominations venant de l'exécutif. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et comment est-ce que ça se fonctionne dans les pays qui se respectent? C'est que vous avez un Conseil supérieur de la magistrature qui est en dehors du carcan exécutif. Vous avez la progression des magistrats qui se fait à travers leurs pairs. Et d'ailleurs, même le Conseil supérieur de magistrature se régule à travers les magistrats et la famille judiciaire, dont les avocats, notaires et tous ceux qui y participent. Et donc, c'est exactement la même chose au niveau des tribunaux, où ce n'est pas un ministre qui nomme le président du tribunal, mais ce sont les magistrats qui décident de façon démocratique de qui peut être leur chef de classe, entre guillemets. Et donc, ce sont des fonctionnements qui existent déjà ailleurs. Nous ne voulons pas réinventer la roue. Nous disons tout simplement que quand ça marche, voilà comment c'est fait. Chez nous, ça ne marche pas. Malheureusement, on copie trop de choses dans un pays qui est à la banqueroute et on n'arrive pas à reconnaître qu'au fait, ce qu'on a copié il y a 60 ans ne fonctionne pas dans notre pays. D'accord. Sur un autre plan, la corruption coûte environ 500 milliards de francs CFA par an. Ce sont des statistiques CONAC, je les cite, de 2023. Quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour inverser la tendance, sachant effectivement que la corruption dans notre pays est un mal, j'ai failli dire, qui mine toutes les classes sociales, pratiquement l'essentiel des institutions, même si les pouvoirs publics qui ont mis des cellules de lutte contre la corruption, il y en a certainement plusieurs dans les différentes institutions. Mais cela dit, Joshua, 500 milliards, c'est quand même de l'argent qui aurait pu être réinvesti dans l'économie. Quelles mesures immédiates vous prendrez pour inverser cette tendance-là?
Alors, premièrement, j'aimerais corriger un point. Il n'est pas question de réinvestir l'argent volé. Quand on vole l'argent, en fait, il manque à l'économie, il manque au pays. Et j'aimerais dire que la CONAC est bien gentille quand elle parle de 500 milliards, parce que c'est beaucoup plus. Okay. Quand on prend en compte les incohérences des politiques publiques, qui sont des effets de la corruption, c'est-à-dire qu'au fait, quand vous voyez que les fonctionnaires aujourd'hui qui décident, et c'est d'ailleurs, ça commence là le problème, c'est-à-dire que quand tous ces grands investissements sont décidés dans les bureaux de fonctionnaires, au lieu de passer devant le Parlement et d'avoir le contrôle parlementaire nécessaire, c'est pour cela que tout cet argent s'évapore. Et j'aimerais dire aujourd'hui, je vais prendre un petit exemple, je ne sais pas si j'ai le temps. Allons-y, on a 90 minutes. Je prends un exemple. Tout le monde regarde autour de la CAN le scandale du stade d'Olembe et peut-être des autres, et surtout ce qui s'est passé à Garoua, qui est encore plus pire qu'Olembe. Vous verrez qu'au fait, on se focalise sur ce qu'on aurait dû avoir au stade d'Olembe en oubliant tout le reste. Or, ce qu'on doit prendre en compte, et ce que la CONAC ne fait pas, bien sûr parce qu'il se concentre uniquement sur la corruption et pas les effets globaux de cette corruption-là, c'est que nous avons décidé d'importer un stade avec des pièces en béton que l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé ne pouvait pas supporter. Sachant que nous sommes à 35 tonnes l'essieu sur nos stations de pesage, on a transporté des pièces bétonnées à 60, 70 tonnes, 50 tonnes, etc. Et à la fin de cette transaction, on n'avait toujours pas de stade, mais on n'avait plus de route. Et pourquoi ? Parce qu'au fait, toutes les bus se sont affaissées sur le chemin. Ensuite, bien sûr, personne n'a demandé au ministère des Travaux publics si la route pouvait supporter le transport d'un stade entier. Absolument. On n'avait plus de bus. Maintenant, il fallait refaire toutes ces bus. Ça a coûté des milliards et des milliards qui ne sont pas dans les chiffres officiels parce que c'est un autre département, c'est un autre projet. Mais il fallait absolument refaire ces bus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, c'était tellement grave qu'une buse au niveau de Macaï a complètement cédé tôt le matin. Le ministre des Transports a pour une fois eu une initiative de mettre tous les voyageurs sur le train. Malheureusement, ce train est allé tuer une centaine de Camerounaises et de Camerounais. Tout ça, c'est les effets de la corruption. C'est les effets de la corruption, ça ne s'arrête pas là. C'est tout un ensemble. Donc quand vous prenez tout ça en compte, et je peux vous raconter des choses en longueur de journée de cette façon-là, ce qui se passe avec la route de Kribi, c'est la même chose. Ce qui se passe avec même Vele, Mekine et tout ça, c'est la même chose. Donc c'est juste pour dire que ça ne s'arrête pas uniquement à la corruption, la partie visible ou des détournements. C'est beaucoup plus profond parce que voyez-vous, quand la pénétrante Est, pour des raisons de corruption, c'est un chantier qui dure presque 12 ans maintenant, qui n'arrive pas à sa fin, et les gens passent 10 heures à l'entrée de Douala en train de brûler le carburant. Ça a un coût pour l'État, pour l'économie. C'est des marchandises qui sont bloquées, qui arrivent à Yaoundé périmé, ou même à Bangui, à Djamena périmé, etc., etc. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que nos pays voisins essayent d'utiliser les ports du Gabon et de la Guinée équatoriale. Ce sont les effets de la corruption. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Donc quand vous limitez sur les 500 milliards, en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus tout en... Et vraiment, j'aimerais insister là-dessus. Maintenant, vous avez posé la question, comment est-ce qu'on le fait ? La première des choses, encore une fois, c'est qu'en réorganisant l'État, en refondant nos institutions, quand... les institutions sont indépendantes les unes des autres et s'autorégulent, vous n'avez plus ce genre de problème. Parce que si tous ces projets devaient passer devant le Parlement, il faudrait corrompre 180 députés. Ça devient quand même un peu plus compliqué parce qu'il y en a quand même un qui va lâcher le morceau. Et quand vous savez que le Parlement est public. Donc ça veut dire que tout ce qui passe devant le Parlement est public. Absolument. Voilà, et donc le monde entier peut voir ce qui se passe. Donc la transparence dans les finances publiques, la transparence dans l'exécution des politiques publiques est accentuée quand ça passe devant le Parlement. Et puis quand le judiciaire est finalement autonome et libre, ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus peur d'aller enquêter, de s'auto-saisir, d'aller enquêter sur ce que leur
patrons d'aujourd'hui font, mais aujourd'hui ils ne peuvent pas. Parce que voyez-vous, si vous le faites, au fait, vous vous tirez une balle dans le pied parce que ce sont vos patrons. Donc voilà les problèmes qui se résolvent rien qu'en réorganisant la forme de l'État. Et c'est pour cela que ce projet est très très important. Casser le système, c'est, je crois, la chose la plus importante qu'il faut faire pour pouvoir arriver à une nouvelle gouvernance, pour pouvoir nettoyer au Karcher ce pays et pour commencer à vivre. Parce que vraiment, j'aimerais dire, le paradoxe, c'est que les Africains envient le Cameroun. Le Cameroun est un pays béni des dieux. C'est-à-dire que quand on prie pour avoir un pays, c'est tout ce que le Cameroun a qu'on veut, que Dieu nous donne. Et malheureusement, on a cette mauvaise gouvernance qui ne nous permet pas de profiter de tout ce que nous avons. Donc, voilà. Sur notre chantier, on vous a vu porter la voix d'une dénonciation assez forte dans le secteur minier, à travers des exportations qui n'ont pas toujours été déclarées. Vous nous direz exactement ce qui a été votre plaidoyer, mais surtout, dans ce domaine-là, quelles sont les réformes que vous envisagez pour éviter ce genre de dérive? Écoutez, ça découle, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui ont pris le secteur en otage et qui contrôlent le secteur d'un bout à l'autre. Et donc, ce sont des fonctionnaires qui donnent au Parlement les chiffres des exportations des minerais. Et quand, députés, vous allez de l'autre côté demander que, mais au fait, vous nous dites que le Cameroun est un exportateur important d'or, mais je suis quand même un peu étonné parce que quand j'ouvre les chiffres de la douane camerounaise, je vois qu'au fait, la douane camerounaise a exporté en tout et pour tout quelque chose de minable. Je ne sais plus combien c'était exactement, mais vraiment, je crois que c'était entre 4 et 40 kilos d'or ou un truc comme ça. Et de l'autre côté, vous avez 11 tonnes d'or importées. C'était avec les Émirats arabes unis. Vous comprenez? Et donc, quand j'ai posé la question au ministre des Finances, il m'a dit, oui, des fois, il y a confusion entre origine, pays d'origine de l'or, et pays de provenance de l'or. J'ai dit, je veux bien. Je veux bien. Mais donc, dans les livres, si c'est pays de provenance, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que l'or venait d'un autre pays, disons qu'il venait de la RDC, mais donc dans les livres de la douane camerounaise, je devrais quand même avoir que 11 tonnes d'or sont entrées en transit au Cameroun pour continuer sur les Émirats arabes unis. Et je n'ai jamais vu ça. Et je me suis rapproché des livres de l'export-import au niveau des aéroports de Simalène et de Douala. Ces chiffres ne figurent pas. Il n'y a aucun endroit où il y a des importations d'un pays de l'or pour un autre pays. Et en termes de réforme? Mais la réforme, elle est là. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut sortir. Vous ne pouvez pas mettre tout entre les mains des gens qui doivent avoir un système de contrôle indépendant au-dessus d'eux. Et ce système de contrôle indépendant, qu'on le veuille ou pas, c'est le législatif, c'est le Parlement. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est le judiciaire qui vient parce qu'on a enfreint les lois. Et les deux doivent être en capacité de travailler. Le problème aujourd'hui, c'est que les deux sont plombés. Et parce que les deux sont plombés, ces fonctionnaires peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il suffit que quelqu'un aille fouiller un peu pour découvrir qu'au fait, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Voilà, qu'il y a une grosse mafia là-dedans. Et donc, il faut arrêter ça. Vous savez, ce n'est pas la gendarmerie ou la police qui va arrêter ça. C'est quand nos institutions arrivent à s'auto-réguler, à se respecter, parce que chacun a un pouvoir bien défini qui contrôle. C'est à ce moment que ça commence à fonctionner, pas avant. Ce n'est pas en courant après les voleurs qu'on arrête le vol, mais c'est en construisant un mur, mettant un cadenas à la porte, etc. Abordons notre aspect de votre programme de gouvernance, la paix, la sécurité et l'unité nationale. Vous prévoyez 100 jours pour sortir de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment comptez-vous y parvenir concrètement? Alors ça, c'est la question que tout le monde pose. Ben, c'est certain. Parce qu'on se dit, de 2016 à 2025, quel est Et j'ai l'impression que beaucoup veulent que la guerre continue. Ah non, pas du tout. Non, je veux dire qu'on se demande quelle est la baguette magique. Après 9 ans pratiquement, 2016-2025, vous sortez, vous dites, vous avez 100 jours pour terminer 9 ans de guerre. J'essaie de t'amener à dire ce que tu viens de dire, donc merci beaucoup. Pour dire quelque chose, pour commencer, le problème dans le nord-ouest, ou le problème à Bamenda et le problème à Buea,
Il n'est ni à Bamenda ni à Buea. Il est à Yaoundé, et plus précisément à Itoudi. Voilà où le problème est. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes qui ont créé un problème pour le résoudre. C'est une équation impossible. Donc pour résoudre le problème, vous devez mettre ceux qui l'ont créé de côté. C'est pour cela que si deux voisins bagarrent, c'est un troisième qui vient les raisonner. Et c'est exactement la même chose dans ce genre de conflit. Et j'aimerais dire, aucun parti politique ne connaît mieux le nord-ouest et le sud-ouest que le SDF. Et nous connaissons ce problème. Nous avons mis ce problème sur la place publique, nous avons parlé de ce problème au Parlement, donc ce n'est pas comme si ça nous a surpris. On a averti, le chairman Ni John Frondi, paix à son âme, a retenu le président de la République après lors de la célébration du trophée, du trophée de la CAN du Gabon. Absolument. Quand il était au palais, il l'a pris de côté, il a dit, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la guerre est en train d'arriver. Je ne sais pas si vos gens vous le disent, mais il faut faire quelque chose et urgemment. Il faut parler avec tous ceux qui ont ces revendications-là. Bon, pour revenir sur ce qu'on va faire, nous savons que la paix coûte cher. Nous savons qu'il faut parler avec ses ennemis. On ne fait pas la paix avec ses amis. Nous savons tout cela et nous voulons le faire. La première des choses, et dans les mesures avec lesquelles j'ai commencé, les mesures de rupture dès le début, il faut déjà avoir le courage de libérer tous ceux des prisonniers de ces violences qui n'ont pas le sang sur la main. Il y en a beaucoup trop qui sont en prison parce que sur leur page Facebook, il y avait une citation, ou parce qu'il y avait une photo, etc. Ou parce qu'ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il faut libérer. Ce sont des milliers de jeunes Camerounaises et de Camerounais qui sont dans nos prisons, qui doivent déjà sortir. Il faut montrer, comment dirais-je, cette volonté, cette bonne foi, pour créer la confiance, pour aller plus loin. Et ensuite, nous l'avons vu avec l'Afrique du Sud en plein apartheid, nous l'avons vu ailleurs. Vous ne pouvez pas discuter quand les leaders d'un mouvement sont enchaînés. Il faut les mettre en condition de pouvoir parler avec vous. Je ne parle pas ici de les libérer, mais ils doivent être dans une situation où Joshua, aussi président de la République, peut aller vers eux, les rencontrer et discuter. Vous êtes d'accord avec moi que je n'irai pas, en tant que président de la République, discuter avec des gens enchaînés dans une prison. Ça ne se fait pas. Donc il faut les mettre en condition de pouvoir participer à une discussion. Et finalement, j'ai commencé, je l'ai dit tantôt, la paix coûte cher. Il faut investir dans cette paix. Aujourd'hui, on investit des milliards dans nos forces de défense, ce qui est une bonne chose, mais on pourrait investir un peu moins si on investissait un peu plus dans la paix. Et finalement, il faut penser aux populations. Ça, c'est le plus important. Donc, il faut beaucoup de communication, il faut changer de fusil d'épaule de l'approche communautaire qu'on a aujourd'hui pour plutôt engager les populations dans les efforts de pacification, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être imposés de Yaoundé, mais ils doivent faire partie de la construction de ces efforts-là, ils doivent être même au centre. Et puis, dans la reconstruction, il faut accélérer la reconstruction. La reconstruction, aujourd'hui, elle est au poids mort parce que le gouvernement camerounais attend des dons. Alors, c'est bizarre. On arrive à acheter des nouveaux 4x4 tous les jours pour nos fonctionnaires, mais on n'arrive pas à investir dans la paix. Donc, il faut investir dans cette paix, il faut mettre de l'argent là-dedans, il ne faut pas attendre les dons, et surtout, finalement, il faut reconstruire l'homme. Des centaines de milliers de vies ont été détruites. Il y a des gens qui marchent dans la route qui sensiblement n'ont plus d'âme. Parce qu'on a violé leur fille devant eux, parce qu'on a tué leur maman devant eux, etc. Et donc, il faut une reconstruction de l'homme. Et ça, c'est un investissement aussi. Parce que si on ne reconstruit pas l'âme de ces personnes, mais on va mettre la paix pour qui? Cela dit, vous avez déposé vos dossiers de candidature à Bamena dans le nord-ouest sous fond de signal fort. En 2018 et tout ce temps, 2020, les élections locales également, à travers vos communicants, vous avez dit que votre résultat, vos chiffres sont le prix fort payé par cette guerre. En 2025, êtes-vous serein, êtes-vous confiant au regard, la guerre n'est pas totalement terminée, elle est encore présente dans certaines zones reculées, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Êtes-vous plus confiant aujourd'hui
à travers le travail que vous avez essayé de mener sur le terrain, de faire meilleure représentativité? Écoutez, je suis plus que confiant. D'accord. Parce qu'on a fait un travail de fond. Ça, il faut le dire. Il faut féliciter tous ceux de nos membres qui se battent tous les jours avec des moyens de bord dans ces deux régions, dans des conditions très difficiles. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que en 2018, et d'ailleurs même en 2020, force est de constater qu'une grande partie des Camerounais suivaient le narratif du gouvernement en localisant cette crise dans deux régions. Je pense qu'aujourd'hui, tous avec qui je parle, du lac Tchad jusqu'à Bouloundou, sont conscients que c'est un problème national. Ce n'est plus un problème local. Ça n'a jamais été un problème local. Le gouvernement a essayé de présenter ça comme un problème local, mais au fait, c'est un problème national. Aujourd'hui, si plus rien ne marche, si l'économie est à terre, c'est parce qu'au fait, 2 sur 8 régions ne produisent plus. Et donc, quelque part, ces sécessionnistes ont réussi. Malheureusement, parce que je suis complètement contre ce qu'ils font. Mais malheureusement, quelque part, ils ont réussi. Et je pense que en 2018, ce que j'entendais, c'était qu'il y a un problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est leur problème là-bas. En 2020, j'ai commencé à entendre que nous avons un problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Par la suite, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument régler le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça n'a que trop duré. Et quand vous écoutez un peu plus, on vous dit, et on insiste là-dessus, ceux qui sont capables de régler ce problème politique, parce que M. Biya a démontré qu'il ne veut pas et il ne peut pas régler ce problème, c'est le SDF. Et donc, je ne vais pas à cette élection pour un plaidoyer des populations du nord-ouest et du sud-ouest. La part du nord-ouest et du sud-ouest dans cette campagne, dans cette élection et dans le mandat qui va venir, c'est de remettre la paix dans ces deux régions. Ensuite, de refonder nos institutions pour qu'elles reflètent beaucoup plus les attentes et les aspirations de toutes les populations camerounaises, y compris celles du nord-ouest et du sud-ouest. Et je suis en mission pour cela, envoyé par les 8 autres régions. Parce qu'aujourd'hui, les électeurs du Cameroun tout entier ont compris que c'est le problème numéro 1 de notre pays. Les investisseurs ne viennent plus parce qu'il y a la guerre chez nous. Quand vous dites qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est les Camerounais qui comprennent ça. Quand vous demandez à un Gabonais, il y a la guerre au Cameroun. Vous demandez à un Congolais, c'est la guerre est au Cameroun. Vous demandez à un Français, c'est que c'est toute la sous-région qui est même inaccessible, etc. Donc il faut, c'est un impératif. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de démontrer, 8 années ou 9 années plus tard, que ce gouvernement ne veut pas et ne peut pas régler ce problème. Donc il faut, à travers les urnes, que le peuple camerounais me donne un mandat pour aller le régler. Et c'est pour cela que je propose. Et j'ai compris, mon parti a compris, dès le départ, qu'il y a 2 problèmes, M. Tongo. Le premier, c'est celui de la violence. Et le deuxième, il est politique. Quand vous mélangez les deux, vous allez passer 20 ans. Donc, c'est pour cela que vous voyez que dans notre programme et dans tous les plaidoyers qu'on a eu au Parlement, on sépare les deux. On dit, il faut arrêter la violence, c'est un problème. Ça peut être fait rapidement. C'est comme dans une bagarre, dans votre voisinage. Si 2 se tapent dessus, arrêtez d'abord la bagarre. Et puis ensuite, vous les mettez autour de la table pour essayer de voir qu'est-ce qui a créé la bagarre et comment on peut le régler. Et c'est ce qu'on veut faire en 3 ans. Donc c'est pour cela que nous allons à cette élection, entre autres. Un de ces axes, c'est la refonte de nos institutions pour que, je me répète un peu, pour que ça reflète les aspirations de 30 millions de Camerounais. Et dans ces 30 millions de Camerounais, tous ceux ressortissants et habitants du nord-ouest et sud-ouest font partie. Une autre région du pays qui est marquée évidemment par des violences, le Grand Nord. Au-delà de la violence, il y a la pauvreté, l'insécurité. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de joie qu'on a appris ce soir la libération de 10 otages sur une quinzaine qui ont été
enlevé il y a quelques jours déjà. Malheureusement, un otage est décédé, une famille qui avait eu 5 enfants pris en otage. Alors, pour cette région-là, quel levier utiliserez-vous qui c'est peut-être pour restaurer la dignité des populations en un an, comme vous l'avez annoncé dans votre programme? Alors déjà, j'aimerais dire deux choses. Aux dernières nouvelles, c'est vrai, ces otages ont été libérés. Je trouve que c'est dramatique ce que nous vivons dans notre pays, ce que ces populations vivent. Et j'aimerais saluer toutes ces familles qui ont souffert pendant autant de jours. Et j'avais pas l'information que l'un des otages est décédé. J'étais en chemin pour ici depuis Yaoundé, mais j'aimerais exprimer toutes mes condoléances à la famille si durement éprouvée. J'aimerais aussi profiter de cette antenne, parce que c'est un plaidoyer que j'ai personnellement eu très souvent avec les prises d'otages et tout ce qui va avec au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. S'il vous plaît, quand il y a prise d'otages, c'est quelque chose de sérieux. Ça ne se règle pas avec le buzz sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ça ne se règle pas en lançant des cagnottes pour payer des rançons. C'est pas comme ça que ça se fait. Je sais qu'on a un gouvernement qui est peu réactif et qui ne communique pas. Mais quand on commence à lever des fonds, ces terroristes sont aussi sur Facebook et ils voient ce qu'on est en train de faire. Et c'est un danger pour tous ceux qui sont pris en otage. Et ça rend la situation beaucoup plus complexe. Donc, ayant la présence d'esprit, de penser d'abord à la vie et d'ailleurs au bien-être de ceux qui sont pris en otage avant d'essayer d'utiliser des situations aussi dangereuses et aussi tristes pour essayer de faire le buzz. Vraiment, c'est un plaidoyer que je fais parce que ça m'a pincé le cœur quand j'ai vu. Et j'aimerais le dire, ce n'est pas une accusation parce que je réalise que beaucoup qui l'ont fait de bon cœur, ont voulu aider, mais ça n'aide pas. C'est le contraire parce que, n'oubliez pas, ces terroristes sont aussi sur Facebook et ils voient exactement ce qui est en train d'être fait et ce qui est en train d'être dit. Donc c'est très dangereux. Merci de m'avoir donné ces 2 minutes pour cette tribune. Maintenant, pour ce qui se passe avec Boko Haram dans l'extrême nord et la précarité, je n'aime pas parler de pauvreté parce que c'est un terme péjoratif et relatif, mais cette précarité qui est omniprésente doit être combattue. D'accord. Et M. Tongo, j'aimerais dire ici quelque chose qui me tient à cœur parce que je m'en voudrais si je pars d'ici sans le dire. Il ne s'agit pas d'une précarité géographique ou sociologique ou économique. Il s'agit d'une punition politique. Les populations du Grand Nord, et je pèse mes mots, sont punies depuis 1984 pour un coup d'État qu'ils n'ont pas organisé. Voilà ce qui se passe. Parce que personne d'autre ne peut m'expliquer que pendant 2 décennies, une route ne passe pas, une route principale, la nationale numéro 1, et on n'arrive pas à trouver les moyens pour la refaire. Pendant ce temps, le village du ministre des Travaux publics est relié au reste des communes alentours avec une autoroute. Pendant ce temps, on construit tout et rien. Alors qu'il faut toutes ces... C'est une seule route, M. Tongo, qu'on demande. Une seule. 2 décennies, on n'arrive pas à la refaire. C'est de la méchanceté. M. Biya est allé faire des promesses de campagne dans le Grand Nord. Il a promis, je ne sais plus combien, 3 000 ou 5 000 puits. Dernièrement, quand j'y étais, on me montrait des poteaux pleins en blanc qu'on a plantés là il y a 10 ans, je ne sais plus combien de temps. On a dit que le puits va venir, en fait le forage va venir là, il n'est jamais venu. Je crois que sur les 5 000 forages qu'il avait promis, ou 10 000 forages, je ne sais plus combien c'était, il n'y en a même pas 1 ou 2 qui ont été réalisés. D'accord. Donc il ne faut pas grand-chose, mais surtout, il faut comprendre une chose, et c'est là où je dis que ce régime est méchant. Et il est méchant. Quand je dis le régime, ce n'est pas des gens d'une autre tribu. Hein. Ce sont les élites du Grand Nord qui font partie de ce régime, qui savent toutes
que, par exemple, il n'y a aucune raison, à part la méchanceté politique, de couper le réseau interconnecté nord de celui du sud. Aucune. Voilà qu'en 2025, M. Tongo, on se trouve dans le Grand Nord avec 5% de la production nationale d'énergie électrique pour couvrir plus de 22% de la population. Et même 22%, je suis gentil, parce que c'est beaucoup plus. D'accord. En 43 ans, aucune unité de production n'a été mise sur pied dans le Grand Nord. Aucune. On va me dire qu'on a fait l'école normale supérieure, on n'a pris que des élèves de l'extrême nord. Je dis, ben c'est bien. Mais ce ne sont pas des unités de production. Ce que les gens veulent, ce sont des usines. C'est de transformer l'huile, c'est de transformer tout ce qu'ils produisent là-bas. C'est ça qu'on veut, c'est de donner des emplois. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, les grands bassins de production de coton, comme à Langong, comme à Lagdo, comme à Tcheboa. Mais tout le monde porte de la friperie. Alors que c'est eux qui produisent le coton du monde entier. Donc il faudrait, à un moment donné, que ça s'arrête. Comment on restaurer ça, non? La première des choses, c'est qu'il faut un plan Marshall. Okay. Il faut reconnaître, comme je le reconnais, qu'il y a une méchanceté de 40 ans. Il faut reconnaître qu'il y a une précarité omniprésente. Et donc, il faut reconnaître qu'il faut investir beaucoup plus dans ces 3 régions-là que dans les autres régions. Parce que cet équilibre qu'on essaye de faire dans nos investissements, c'est ça qui accentue, au fait, cette stigmatisation, cette marginalisation. Donc il faut corriger ça. Vous ne pouvez pas continuellement construire des routes chez vous, alors que 3 régions n'en ont aucune. Il faut arrêter. Il faut qu'on commence à devenir sérieux. Qu'on ne prend pas des gens comme si c'était nous la locomotive, eux ils étaient dans le wagon. C'est eux la locomotive, c'est eux qui sont en haut. Nous sommes derrière à la queue de ce pays. Donc quand eux ils souffrent, nous on souffre 2 fois plus. Et j'aimerais dire, tout comme dans ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec Boko Haram, j'ai été le premier, et peut-être l'unique, avec le ministre de la Défense politique, qui est allé au front de Boko Haram pour aller toucher du doigt les réalités. 2014, au début, quand c'était très dangereux. Et c'était une expérience formidable. Parce qu'au fait, le récit de Yaoundé n'était pas juste. Et en tant que député de l'opposition, j'ai eu le bon récit sur le terrain. Mais j'ai compris une chose, que j'ai aussi compris quand je suis allé toucher du doigt les réalités dans les villages au nord-ouest et au sud-ouest. C'est que aucun de ces combattants n'est entré en brousse en démissionnant de STV, en démissionnant de son travail, ou en vendant sa boutique, ou son kiosque. Non, ou son petit garage. Tous ont été recrutés dans la désolation et le chômage. Et donc, si vous voulez combattre tout ce qui se passe là-bas, commencez à combattre contre le chômage des jeunes. Joshua aussi et le SDF considèrent le sous-emploi et le chômage des jeunes comme une affaire de sécurité nationale. Ce n'est pas une affaire sociale, encore moins une affaire économique. C'est une affaire de sécurité nationale. Et donc, il faut se donner les moyens. Et dans ce programme, je propose plusieurs pistes. L'industrialisation du Grand Nord pour la transformation agricole, l'industrialisation pour utiliser le Grand Nord seul a la capacité au niveau de l'énergie solaire qui est renouvelable, bien sûr, de produire 30 000 mégawatts pour ce pays. Okay. Nous sommes là en train de faire des barrages qui coûtent des milliards et des milliards et des milliards pour être... On est aujourd'hui à 3 000 mégawatts. On pourrait avoir 10 fois plus si on orientait nos ressources là où l'énergie est. Le soleil. Nous avons un projet qui a été lancé dans les années 70 qui s'appelle Transaqua, c'est-à-dire... c'est de prendre de l'eau du bassin du Congo pour le mettre dans le lac Tchad. Vous savez bien, M. Tongo, aujourd'hui, le bassin du lac Tchad, qui est source de grande précarité, d'où Boko Haram tire ses ressources humaines et tout le reste, où ils ont leur QG. Ce bassin du lac Tchad, c'est 50 millions de personnes. Les gens en parlent comme si c'est plus que tout le Cameroun. Le lac Tchad autour, là, c'est plus que la population du Cameroun. C'est 50 millions de personnes entre Djamena, Maïgodouri et jusqu'à Dradez en redescendant. Et donc, il faut comprendre que
tant qu'on ne trouve pas une solution, aujourd'hui, le lac Tchad a perdu 90% de son eau. Et si le lac Tchad perd les 10% qui restent, c'est une explosion qu'on verra, qu'on ne pourra pas contenir. Donc il faut, et les gens, les experts ont vu ça venir depuis les années 70, et ils nous ont, des Italiens, des ingénieurs italiens, nous ont dit que la seule façon de résoudre ce problème, c'est de remplir le lac Tchad avec de l'eau. Qu'on aille chercher l'eau dans le bassin du Congo et le fleuve Congo et l'Ubangi et tout le reste, et qu'on vienne remplir le lac Tchad. Ça ne réduirait pas la quantité d'eau dans ces deux grands fleuves et deux grands bassins, mais ça redonnera vie à 50 millions de personnes. Donc si on veut définitivement sortir de la précarité dans cette région, il faut accélérer ce projet. Ensemble avec la RDC, avec la RCA, avec le Tchad, avec le Nigeria, avec le Niger. C'est pour cela que la commission de bassin du lac Tchad existe. Il faut renforcer le plaidoyer pour investir massivement dans ce projet qui d'ailleurs va développer la moitié de la Centrafrique aussi et toute la sous-région. D'accord. Cet aspect nous permet, sans transition, d'évoquer votre aspect inclusion sociale et qui s'est peut-être prise en charge de la jeunesse. On sait que près de 70% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Tout à fait. Dans votre projet, comment redonner cet espoir à cette population? On a beaucoup parlé de chômage à l'instant. Évidemment, quand ils ne sont pas des chômeurs, ils sont dans des métiers informels. Et quand ils sont employés, ils ne sont pas toujours rémunérés à leur valeur réelle. Dans le programme SDF, que prévoit, ou alors quelles sont les mesures pour redonner cette dignité, cette confiance, et qui sait peut-être ce plein emploi à ces 70% des jeunes? Alors, je ne pense pas que ton émission a assez de temps pour couvrir tout ça, mais je vais dire... Vous savez, il y a déjà quelque chose... on ne règle pas ce problème quand le jeune a 20 ans. D'accord. On peut le rattraper. Mais pour le régler dans la durée, il faut changer... Au fait, il faut travailler sur l'égalité de chance et la justice sociale, qui est le credo du SDF. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui naît dans une famille pauvre, je vais utiliser ce terme, il a... Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, 17 fois plus de chances de finir pauvre que si il naît dans une famille aisée. Malheureusement, c'est ça. Donc, pour corriger ça, il faut corriger tous les effets néfastes de ces inégalités-là. Il faut commencer là. Il faut commencer là parce qu'au fait, quand vous avez... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Au Cameroun aujourd'hui, et c'est un des plus gros problèmes que nous avons, c'est celui de la malnutrition, qui n'a rien à voir avec la famine. La malnutrition chronique affecte plus de 5 millions de nos enfants. Là-dedans, vous avez à peu près 10% qui souffrent de malnutrition aiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'âge adulte, ces enfants ont 10% de neurones dans le cerveau en moins que les autres. Alors, ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'être nés dans une famille qui ne pouvait pas les nourrir de façon adéquate. Donc il faut corriger tout ça. Et c'est pour ça que dans le programme, nous commençons là-bas, à la base. Nous commençons avec l'accès aux soins de santé. Nous commençons avec les accouchements, y compris les césariennes gratuits et le suivi de l'enfant jusqu'à 5 ans. Nous commençons avec la bourse familiale qui remet les familles qui sont en situation de précarité et nous visons les 3 millions de familles les plus démunies du Cameroun pour les sortir de cette pauvreté ou de cette précarité par une bourse familiale. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 différents projets qui touchent aux filets sociaux d'une façon ou d'une autre. Ce que nous voulons faire, c'est de rendre tout ce système beaucoup plus efficace. J'ai la chance de côtoyer quelqu'un d'un très grand président de la République du Brésil, ne pas le nommer, et qui a réussi à sortir des millions et de millions de Brésiliens de la pauvreté avec ce programme. Et donc, je suis allé là-bas voir comment ce programme fonctionne. Je peux vous dire qu'il est merveilleux. Ça veut dire qu'on ne jette pas l'argent par la fenêtre, on prend
les familles qui sont en difficulté et on les remet dans leur dignité. Ça veut dire quoi? On les accompagne. Et donc, en donnant quelque chose, en contrepartie, la famille aussi donne quelque chose à la République. Et la finalité, c'est que nous avons des enfants mieux formés, mieux encadrés et qui seront 10 fois plus utiles à la société une fois à l'âge adulte. Donc, je voulais commencer par là. Maintenant, pour les dispositions aujourd'hui de discrimination, l'une des plus grandes, c'est le foncier. Vous savez, si vous n'avez pas le foncier, tout le reste ne sert à rien. Mais si vous vivez dans un pays où ceux qui sont nés après 1974, qui aujourd'hui sont tous des adultes vaccinés, n'ont pas accès à la première immatriculation, sachant qu'une très grande partie de nos terres, surtout agricoles ou rurales, sont pas en situation de première immatriculation, c'est déjà une injustice exceptionnelle. Et c'est pour cela que nous ne le disons pas pour la jeunesse, mais la jeunesse est celle qui profite le plus de notre programme autour d'une famille, un titre foncier. Parce que, voyez-vous, ce gouvernement, pour contrôler la population, a fait en sorte que le titre foncier est presque inaccessible pour une famille qui ne détient pas de millions. Presque. Et une fois que vous passez tout ça, on vous crée un deuxième problème avec l'insécurité judiciaire. Quand vous regardez, presque 85% de tous les cas dans nos tribunaux sont des problèmes de terrain. Absolument. Donc, il faut stopper tout ça. Et il faut que les jeunes puissent être propriétaires terriens pour accéder de façon... Parce que vous allez me poser la question, comment est-ce que vous faites en sorte qu'on peut régler l'épineux problème du logement? Mais il faut d'abord régler le problème du terrain. Si vous ne réglez pas le problème du terrain et que le terrain coûte 100 millions et de l'autre côté, les jeunes gagnent 30 000 francs, vous n'avez réglé aucun problème. Donc, il faut régler ce problème foncier de façon pérenne. Et il faut absolument que les jeunes en fassent partie. Donc, il faut nettoyer, il faut amener un code foncier. Aujourd'hui, le code foncier, je l'ai vu, qui est en projet, il est plus ou moins bon. Il faut apporter des améliorations. Mais le problème, c'est que ceux qui doivent porter le code foncier, le déposer au Parlement, sont ceux qui ont accaparé toutes les terres de ce pays. Donc ils ne vont jamais le faire. C'est pour ça que le 12 octobre, on doit les mettre de côté. Pour que ceux qui ont l'énergie nécessaire à mener ce combat pour redonner la terre camerounaise aux Camerounais le fassent. Et donc c'est juste un seul point par rapport aux jeunes. Mais il y a beaucoup d'autres points que je peux développer. C'est pour ça que je te demandais si tu avais assez de temps. On peut parler chômage. On va avancer. L'essentiel a été compris. Sur le chômage, l'INS nous apprend en 2024 que 30% des jeunes sont touchés par ce chômage-là. Vous, SIF, vous prévoyez la création des emplois massifs et décents. Quel mécanisme, quelle stratégie? Alors, la première chose, c'est que les chiffres de l'INS sont justes, mais ne reflètent pas la réalité. Parce que quand vous êtes un travailleur pauvre, vous n'êtes certes pas au chômage, mais vous n'arrivez pas à vivre de votre travail. Alors, quand vous gagnez 30 000 francs par mois, je suis désolé, vous n'arrivez pas à vivre de votre travail, donc vous êtes même pire que quelqu'un qui est au chômage. Deuxièmement, la définition du chômeur, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Dans les sans-emploi, ceux qui cognent, ceux qui veulent accéder au marché du travail ne sont pas dans les 30%. Alors, si vous regardez la réalité, on est certainement au niveau des jeunes au-delà des 80%. Okay? Donc ça, il faut déjà qu'on le restitue. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt que c'est un problème de sécurité nationale. Monsieur Tongokan, à la fin de cette émission, vous verrouillez vos portes pour rentrer chez vous. C'est parce que vous êtes conscient que la moitié, sinon les 3/4 de la rue devant STV est au chômage. C'est ça le problème. Et les gens doivent vivre. Et c'est pour cela qu'il y a toute cette violence, qu'elle soit verbale, mentale ou physique. C'est pour cela qu'il y a autant d'agressions. C'est pour cela que des gens arrivent à se faire recruter pour moins de 50 000 francs par mois pour aller tuer d'autres, etc. Donc il faut, c'est un impératif national. Il faut y aller. Et aujourd'hui, le gouvernement camerounais, premièrement, au niveau budgétaire, donne pratiquement pas
la priorité à l'investissement productif. Le gros problème de notre dette, c'est que nous n'avons pas de dette productive. C'est ça le gros du problème. Ce n'est pas là. En fait, plus vous pouvez prêter de l'argent, mieux c'est pour votre pays. Ça veut dire qu'on a confiance, le système financier a confiance en vous. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en nous et le peu qu'on arrive à nous donner ne crée pas d'emploi. Absolument. Ne crée pas d'emploi, on l'utilise pour payer des choses incroyables, du champagne, des fêtes, des voyages à Genève, etc., au lieu de créer des emplois. Quand est-ce que c'était la dernière fois où vous avez vu le président de la République aller au Japon et demander à Toyota de monter une usine à Douala? Quand est-ce que ce sont des initiatives privées, certaines qui viennent au détour d'une discussion autour d'un bar où vous attrapez quelqu'un, il vient et puis vous vous battez corps et âme pour avoir toutes les autorisations nécessaires pour ouvrir une petite unité qui va embaucher quelques Camerounais. C'est ça qui doit arrêter. Donc il ne faut pas qu'on essaye de vendre le fait de créer des emplois et des emplois décents comme de la science infuse. Non. Le Cameroun a un immense potentiel. Et j'aimerais te dire, nous avons ce que beaucoup de pays, sinon tous les autres pays africains n'ont pas. C'est quoi? La ressource humaine. Et nous utilisons la ressource humaine d'une très mauvaise façon. Nous l'exportons. Et celle qui est ici, nous essayons de fermer sa bouche et de tuer sa créativité. C'est parce que nous avons une ressource humaine aussi abondante, aussi forte. Et d'ailleurs, c'est grâce à notre diversité. Ça ne vient pas d'ailleurs. Que à tous les niveaux, que ce soit médical, que ce soit architectural, que ce soit l'ingénierie, que ce soit l'informatique, que ce soit la musique, le sport, etc., nous excellons. Et on a besoin d'un leadership pour canaliser tout ça. Donc j'aimerais juste dire ici, par exemple, regardez le gâchis national dans le numérique. Aujourd'hui, dans le numérique, beaucoup d'initiatives privées se battent. Regardez l'écosystème qui a été créé par des jeunes, la plupart autour de 20 ans, à Buea, qui s'appelle la Silicon Mountain. Je les connais, je les encourage, je leur rends régulièrement visite chaque fois que je peux. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, tous ces jeunes construisent des immeubles à Buea. Aujourd'hui, Buea est devenue une des villes les plus chères du Cameroun. Elle n'est pas chère parce qu'elle est loin des producteurs, des produits agricoles, etc. Elle est chère parce que le pouvoir d'achat est élevé. Il est élevé pourquoi? Parce que tous ces gens qui sont dans le numérique travaillent pour des entreprises américaines ou indiennes, etc. et sont payés en devises et donc ont beaucoup d'argent. Et donc ont la capacité de dépenser tout cet argent. Et j'aimerais dire que la demande seule au niveau du codage pour l'Afrique est autour de 35 millions de têtes. Et le Cameroun, si on avait un gouvernement qui avait un logiciel de 2025, malheureusement, le logiciel du gouvernement camerounais date de 1957, donc ils ne comprennent même pas quand je parle de codage. Mais si on avait si on avait des gens qui savaient de quoi on parlait, mais on pouvait au moins pouvoir à 300 000 de ces emplois-là, en mettant tout en place. Mais qu'est-ce que ce gouvernement fait? La première des choses, c'est que dès que Silicon Mountain décolle, on bloque l'Internet dans le sud-est pendant 1 an. Okay? Les gens vont en faillite, on s'en fout. Ils perdent leur contrat, ils doivent rembourser de l'argent, on s'en fout, etc. Ils se sont battus pendant 5-6 ans pour revenir là où ils sont à nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? On commence à créer des taxes. On commence à... Dans le numérique, pour que le numérique fonctionne, le gouvernement doit s'assurer que la connectivité est gratuite et qu'on se fait de l'argent à travers les services. Ce n'est pas en payant l'accès à Internet qu'un pays peut se développer aujourd'hui. Nous devons avoir la 5G, nous devons investir dans la 5G, nous ne l'avons pas. La seule chose que ce gouvernement a encore fait, c'est quand tous ces jeunes, et d'ailleurs même eux, les membres du gouvernement, ont compris que la solution n'était pas celle qu'on avait parce qu'ils surtaxaient nos entreprises de transport de données. Un jeune homme qui a acheté la présidence aux États-Unis a décidé de mettre un système satellite en l'air qui s'appelle Starlink et tout le monde est allé là-bas. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'au fait, c'était pas de la magie. Absolument. On pouvait avoir du haut débit au Cameroun depuis très longtemps, mais pourquoi on souffrait autant? Vous comprenez? Donc tout ça doit être corrigé. Et
je ne vais pas entrer dans les statistiques que nous présentons. Nous avons chiffré nos offres. Nous sommes bien au-delà des chiffres que nous avons donnés. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des millions et des millions d'emplois dans l'informel qu'il faut ramener dans le formel, qu'il faut accompagner dans le formel. Et aujourd'hui, l'agressivité de notre administration est telle que les gens partent du formel vers l'informel plutôt que l'inverse. Or, dans un pays normal et qui se respecte, les gens partent plutôt de l'informel vers le formel. À partir du 13 octobre, ça sera le cas. Parlons de relance économique et finances publiques. Joshua aussi, le Cameroun affiche une dette publique estimée à 46% de son PIB. Nous sommes sur les statistiques INS de 2024. Comment financer vos réformes et comment financez-vous vos réformes sans alourdir cette dette? La première chose, c'est qu'on ne va pas l'alourdir. Je suis conscient et je suis un des proponents à l'Assemblée nationale, ancien vice-président de la Commission de finances Absolument. Et du budget, et je sais très bien de quoi je parle. Le problème de la dette, je l'ai dit tantôt, je vais un peu le brosser rapidement, ce n'est pas le montant de la dette, c'est la capacité de s'endetter. Et on est capable de s'endetter quand on arrive à rembourser sans problème. Dans le ratio dette-PIB, c'est un mauvais indicateur, un très mauvais indicateur, parce que quand la part des devises étrangères dans votre PIB est de 20% et que votre dette est de 46%, vous avez déjà un problème. Comprenez? Absolument. Donc si vous devez rembourser en dollars et tout ce que vous vendez, c'est le pétrole, je fais ça juste pour caricaturer, et tout ce que vous vendez à l'étranger, c'est le pétrole en dollars, et que la totalité des recettes en dollars que vous encaissez, parce qu'une grosse partie de ces recettes vont vers les sociétés pétrolières, donc la partie que vous encaissez n'arrive pas à rembourser la dette, et que quand cet argent vient, on l'utilise plutôt pour le vin et le champagne, on l'utilise plutôt pour payer les frais de mission et les nouvelles 4x4 à ceux qui truquent les élections, au lieu de l'investir dans ce qui est productif. Mais après, on n'arrive pas à rembourser. Parce que, voyez-vous, pour rembourser la dette, il faut produire de l'argent. Donc, quand vous vous endettez, ne vous endettez pas pour acheter des belles chaussures. Endettez-vous pour avoir des unités de production qui embauchent des jeunes, qui arrivent à vendre à l'étranger, qui arrivent à donner de la valeur ajoutée à votre économie. Et donc, de ce fait, maintenant, pour revenir sur votre indicateur, augmente le PIB pour que le niveau de la dette baisse. Mais quand vous ne le faites pas, et quand le gros... Aujourd'hui, on est allé prendre... Parce que le chiffre que vous donnez de 46%, il date 2024. de 2024. Entre-temps, on est déjà bien plus haut. Hein. Là, juste cette semaine, on a encore donné une autorisation d'emprunter 900 milliards, 1,5 milliard de dollars. Donc, ça ne fait que continuer. Pourquoi est-ce qu'on emprunte? C'est pour payer les fonctionnaires. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est un banditisme d'État que de faire croire aux Camerounais qu'on va prendre de l'argent pour des projets. Ces projets, on ne les voit pas. On ne les voit pas, pourquoi? Parce que le train de vie de l'État est trop costaud. Et je sais de quoi je parle. Le train de vie de l'État est trop costaud. Monsieur député Tongo, tous les projets, le cahier de charge architectural de l'État du Cameroun, de l'architecte de l'État, c'est-à-dire du MINCAF, impose que les bâtiments administratifs qu'on doit construire doivent nécessairement avoir une salle de réunion, ce qui est normal. Depuis que STV, que je regarde STV, je n'ai jamais vu un reportage d'une réunion du gouvernement camerounais, à part quand c'est le conseil de ministre, le conseil de cabinet, pardon, à la primature. Toutes les réunions non institutionnelles se font dans les hôtels et les salles privées. C'est ça le gaspillage. Quand vous regardez, c'est la ligne biens et services. C'est la ligne la plus grosse de notre budget. Pourquoi? Parce que ça crée des rémunérations annexes pour tous les fonctionnaires. Et c'est eux qui contrôlent. C'est pour cela que vous avez l'Assemblée nationale à laquelle j'appartiens, à toutes les plus belles salles de réunion de la République. Même la présidence n'en a pas. Mais les fonctionnaires de l'Assemblée et des députés, moi y compris, on va vous dire que
nos réunions se tiennent en Bankomo, nos réunions se tiennent en Cometou, nos réunions... Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que le code de la fonction publique veut que quand vous sortez de votre département, vous êtes en mission. C'est pour cela que quand vous allez à Yaoundé, vous traversez, si vous venez de DDA, vous traversez Mbankomo, vous avez des 4 étoiles, des 5 étoiles partout en Mbankomo. C'est pour cela que quand vous allez vers l'est, vous arrivez à Kouaban, qui fait partie de la commune de Kola Famba, donc ce n'est plus le Mfundi. Vous avez tous ces hôtels à profusion. Ce n'est pas les gens qui vont dormir là-bas parce qu'ils fuient les embouteillages. Vous allez même sur le péage de Kometou, vous voyez un 4 étoiles qui a logé l'équipe du Maroc, etc. Faites le tour de tout Yaoundé, tout autour. Il y a plein d'hôtels et des salles. Vous allez à Mbalmayo, c'est grave, à l'entrée de Mbalmayo, il n'y a que des salles de réunion. Et c'est toujours plein. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre les fonctionnaires en mission pour qu'ils puissent arrondir la fin de mois. Nous, ce qu'on nous propose au SDF, et ce que je veux, c'est que les fonctionnaires de la santé et de l'éducation, on doit, sur une période de 5 ans, doubler leur salaire. Le reste de la fonction publique doit revenir à l'état où il était au moins avant la dévaluation. C'est-à-dire qu'on doit être une augmentation de 50% de leur salaire au minimum. Et en plus, il faut ajouter un coefficient de pénibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnaire qui se bat dans une commune où il n'y a ni eau ni électricité, où il n'y a pratiquement pas de route, doit avoir une prime de pénibilité pour y être, comparé à ce fonctionnaire qui est peut-être quelque part où il peut louer une maison à son aise, où tout est à sa disposition. Et vous voyez, quand vous mettez en place des mesures comme ça, vous corrigez beaucoup de choses, y compris la corruption. Absolument. Alors, Joshua aussi, on sait combien les PME, les PMI soutiennent l'économie camerounaise, mais on sait également les difficultés qu'elles ont. D'ailleurs, je pense qu'il y a des statistiques qui démontrent que ces petites unités de production ne vivent pas au-delà de 5 ans. Quand elles y parviennent, ça peut être un exploit pour ceux qui les ont. Dans votre programme de relance économique, sachant que ces PME représentent plus de 90% du tissu économique national, quelle formule envisagez-vous pour les soutenir, pour les encadrer, pour leur permettre d'aller au-delà de cette espérance de vie de 5 ans et qui sait peut-être contribuer à la relance et au développement de notre pays? Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'aucune grande entreprise, quand une grande entreprise naît grande, elle a vocation à échouer. Les meilleures grandes entreprises ont commencé comme des PME. Et donc, il faut soutenir les PME-PMI et il faut aller au-delà. Il faut un accompagnement dans le sens de l'intérêt de ces entités. Aujourd'hui, l'accompagnement va dans le sens de l'intérêt de l'administration. Et c'est ça qu'il faut changer. Voyez-vous, j'ai l'expérience de certains fonctionnaires des services des impôts qui ont peut-être fait beaucoup d'argent à côté, j'en sais rien, mais qui ont décidé de se lancer en même temps qu'ils restent dans le secteur public que dans le secteur privé. Et il y en avait un que j'avais vraiment secoué une fois dans une de mes entreprises parce que je n'arrivais pas à comprendre le fait qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'on essaye juste de travailler. Voyez-vous, quand la moyenne des PME passe le plus clair de leur temps, les dirigeants de ces PME, à jouer aux sapeurs-pompiers au lieu de créer la richesse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez les services municipaux qui viennent vous embêter du matin jusqu'au soir, vous avez des inspections. C'est-à-dire que vous avez une petite entreprise qui embauche 5, 6, 7, 8 personnes, okay? Donc qui contribue à minima au niveau des taxes et des impôts, mais on réussit à vous envoyer tous les 2 mois des inspections venant en mission de Yaoundé qui vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent pour leur hôtel et qui vont. Ce qu'il faut, c'est d'accompagner ces PME. Et au fait, l'administration en charge de cet accompagnement-là devrait être, je dirais, pas jugée, mais devrait être notée sur la croissance de ces entreprises qu'ils accompagnent.
Or, aujourd'hui, l'accompagnement, ce sont des gendarmes, ce sont des policiers, c'est-à-dire, et ils ne comprennent pas, ils n'ont aucune compréhension de ce que ça prend pour créer la richesse. Donc, avant de pouvoir accompagner ces PME, les fonctionnaires qui sont au contact avec ces PME devraient nécessairement passer par le secteur privé avant d'aller dans le secteur public. Nécessairement. Ils devraient faire, et ce n'est pas pour rien que dans d'autres pays, une forme d'école par la pratique. Vous faites des stages d'1 an jusqu'à 2 ans pour pouvoir comprendre comment une entreprise fonctionne. Quand vous prenez un jeune qui sort de l'université, vous l'envoyez à l'ENAM. Après, vous l'envoyez dans une entreprise. Soit l'entreprise va le rouler dans la farine, ou alors il va devenir un clou dans la chaussure de cette entreprise, mais l'État perd, l'entreprise perd, les Camerounais perdent. Donc il faut qu'il y ait une collaboration gagnante-gagnante. Et quand ces entreprises ferment, c'est tout le pays qui perd. C'est ça qu'on doit comprendre. Et j'aimerais juste finir, parce que c'est à mes yeux quelque chose de relativement important qu'on met souvent de côté. On ne célèbre pas nos chefs d'entreprise. On célèbre nos préfets. On célèbre nos maires. On ne célèbre pas ceux qui font vivre la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un président de la République doit être au contact avec tous ceux qui créent la richesse dans son pays. Parce que c'est la frange de la population la plus importante pour la croissance économique. C'est la frange de la population qui, justement, tue le chômage, qui, justement, paye les taxes dont l'État a besoin pour défendre le pays, pour développer le pays, etc. Donc il faut les chuchoter. Dans notre pays, M. Tongo, je ne me rappelle pas avoir ouvert STV et avoir vu le président de la République en train de recevoir le président du GECAM. Je ne me rappelle pas de ça. Au maximum, quand il voyage une fois tous les 10 ans quelque part, il est en première classe, il met le président du GECAM en classe économique quelque part loin derrière l'avion. Ils ne se voient même pas là où ils vont, ou ils se disent bonjour autour d'un café, ça s'arrête là. Or, ça doit être des rencontres permanentes. C'est-à-dire que le tissu économique doit avoir accès au sommet de l'État tous les jours. C'est quelque chose d'hyper important. D'accord. Pour sortir de là, quelle politique fiscale comptez-vous mettre en place pour élargir l'assiette sans étouffer le contribuable? Alors, le contribuable est déjà étouffé. Donc, il faut désescalader cette situation. Et la première des choses, et c'est ce que nous disons au niveau de nos propositions de gouvernance, il faut simplifier l'administration. Il faut simplifier les textes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré, il y a peut-être 1 ou 2 responsables au ministère des Impôts, et je sais de quoi je parle. Okay? Je sais de quoi je parle, je viens de la commission de finances et du budget. Il y a 1 ou 2 ou 3 responsables au ministère des Finances, donc à la direction des impôts, qui comprend la législation fiscale camerounaise. C'est fait exprès? Chaque année, ça se complique un peu plus. La deuxième des choses, c'est que quand vous voulez construire un pays sur une législation qui bouge chaque année, les gens ne peuvent pas investir. Si, quand vous lancez votre projet de télévision, Monsieur Tongo, et on vous dit l'importation du matériel dont vous avez besoin paye 10% en douane. Vous faites votre business plan. Le temps de lever les fonds et de matérialiser votre projet, le 1er janvier, vous avez une nouvelle loi de finances, on vous dit que c'est 40%. Résultat des courses, vous avez des bâtiments vides, des gens au chômage, etc. Donc, vous ne pouvez pas, vous devez simplifier la législation fiscale. 2, le contribuable doit comprendre le fisc. Aujourd'hui, je vous dis, c'est tellement grave que même les inspecteurs des impôts ne comprennent pas le fisc. L'autre jour, je discutais avec quelques-uns sur la nouvelle fiscalité, dans la nouvelle fiscalité locale. Personne ne comprend. Personne ne la comprend. Et donc, comment ça peut fonctionner? Et donc, au fait, les goulots d'étranglement, ou alors les PME, comme on parlait d'elles, suffoquent. Pas parce qu'il y a nécessairement trop d'impôts à payer, mais parce que c'est mal appliqué. Et surtout, le fisc camerounais est un fisc
n'est pas un fisc de redistribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on taxe le consommateur au lieu de taxer le producteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système camerounais que nous avons aujourd'hui, le fisc s'en fout. Dans l'absolu, il s'en fout du cash flow d'une entreprise. Okay? Donc si vous faites, par exemple, vous avez vendu, je dis, un bien ou un service et que vous êtes payé en 60 jours, le fisc commence à vous étrangler 30 jours après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition pour dire au fisc, mais pour pouvoir vendre, j'ai vendu pour encaisser dans 60 jours, donc viens m'étrangler dans 60 jours. Donc les goulots d'étranglement viennent aussi de là, du fait qu'au fait, vous devez aller prêter de l'argent pour payer aux impôts parce que celui... Votre client vous paye seulement, et surtout quand vous travaillez avec l'étranger, si vous vendez vos biens et vos services à l'étranger, c'est ce qui arrive tous les jours. Parce que ceux-là vous payent en 60 jours, le temps que l'argent arrive, c'est 90 jours. Vous avez des fortes chances de déjà être en faillite à ce moment-là. D'accord. Alors je voudrais signaler, Adonis, on va prendre peut-être encore 15 minutes supplémentaires, parce que le programme, il me semble, qu'on détaille avec Joshua aussi, il y a encore santé, sport, infrastructure. Si vous le permettez, là-bas, on le fera avec beaucoup de plaisir. Santé, près de 30% des Camerounais n'ont pas accès aux soins de santé de base, selon l'OMS. Ce sont des statistiques de 2023. Alors la première question, c'est... Combien de pourcents 30. 30, ok. Il y en a beaucoup plus. Vous nous le direz. Non pas accès aux soins de santé de base. Ça date de 2023. Alors, il faut inverser la tendance. Vous nous direz comment vous le faites, mais surtout, quel investissement immédiat dans les secteurs infrastructures hospitalières? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est justement le problème de notre gouvernement, ou de ce régime. Un système de santé qui se respecte et qui fonctionne investit tout d'abord dans la prévention, protège ses citoyens. Donc, si vous avez besoin de construire 1000 hôpitaux pour 1000 personnes, vous avez un problème. Parce qu'au moment où Joshua aussi va à l'hôpital, ça veut dire que le système de santé n'a plus fonctionné. Au fait, l'hôpital, c'est les sapeurs-pompiers. Ça doit être la dernière alternative. Vous ne pouvez pas ne pas payer les factures d'Isacam. Vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas être dans un système où vous acceptez que tous les légumes que nous consommons sont vendus sur des étals à côté des poubelles. Vous ne pouvez pas être dans un système où la morgue rapporte plus que l'hôpital aux soignants. Vous ne pouvez pas être dans un système où la prévention est complètement absente, y compris au niveau de l'alimentation, parce que c'est un des plus gros fléaux de santé du Cameroun, c'est-à-dire les intoxications alimentaires. C'est parmi le plus grand nombre de consultations que nous avons dans nos centres de santé. Et croire que vous avez un système de santé. Ça se tient. Le système de santé se construit d'abord par la protection des citoyens. Et la protection des citoyens veut dire la prévention. Donc, quand vous mettez tout l'argent de la santé à l'hôpital, au fait, vous êtes conscient que vous créez des malades qui doivent être accueillis de l'autre côté. Parce qu'un système de santé qui fonctionne, vous avez très peu de gens qui vont à l'hôpital. Parce que le système de santé fonctionne. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut changer de paradigme. Il faut arrêter d'investir des milliards à mettre des hôpitaux partout, mais investir, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des bons hôpitaux, il le faut. Absolument. Mais la priorité, c'est d'abord qu'on n'arrive pas à l'hôpital. C'est par là que ça commence. Vous savez, je vais vous dire un petit truc. Un jour, je lisais un journal dans un avion quelque part en Asie, et on célébrait un monsieur qui, d'après le Parti communiste chinois, et c'était un Européen, il était allé dans les années 50-60 en Chine, comme coopérant, et il a découvert que les enfants qu'il enseignait avaient un problème, c'était la vue. Et ces enfants se faisaient taper dessus. Mais en fait, il a compris que le problème de ces enfants,
C'était tout simplement qu'ils ne voyaient pas le tableau. Et donc, il a parlé avec les responsables du Parti communiste de la localité. Et ils ont monté un truc pour avoir des lunettes les moins chères possibles, à 30 centimes de l'euro, un truc comme ça, j'en sais rien. Et tous ces enfants ont pu finalement voir. Et j'étais dans cet avion et je me disais, chaque fois que je roule sur nos routes, tôt le matin, je vois de centaines, des milliers d'enfants qui vont à l'école. Mais les lunettes, ça s'arrête à Bonapriso, ça s'arrête à Bonanjo, ça s'arrête à Bastos. Dès que vous êtes sur la route de l'ouest, dans le nord, le nord-ouest, le sud-ouest, vous ne voyez plus les enfants avec des lunettes. Et donc, c'est un problème de santé. Mais au niveau de la prévention, vous ne devez pas maintenant. Déjà, vous avez tous ces enfants qui ne voient pas le tableau, qui vont sortir du circuit scolaire. Mais deux, vous allez construire des centres ophtalmologiques à des milliards de francs, alors qu'on pouvait régler le problème en faisant des tests de vue dans toutes nos écoles primaires, en trouvant des moyens à faire des lunettes pas chères en plastique pour ces enfants ici, etc. Donc la prévention, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans un système de santé qui fonctionne, c'est d'humaniser le système de santé. Ok ? Il faut naturellement humaniser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une urgence ou quand vous avez... Aujourd'hui, quand vous avez une urgence, quand vous faites un accident, vous êtes blessé, couché sur le goudron, les gens viennent prendre des photos. Okay. Ensuite, on vous transporte, on vous jette derrière un pick-up si vous avez de la chance. Si vous êtes un peu moins chanceux, on vous jette derrière un Benskin pour vous amener à l'hôpital. Quand vous amenez à l'hôpital, on vous couche par terre. Si vous avez un peu de chance, 2 heures plus tard, quelqu'un vient voir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas encore mort et que vous avez beaucoup de chance, on vous donne un lit et puis on vous prend. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Il faut humaniser tout ça. L'accès aux soins doit être immédiat. Et ça ne doit pas être... Quand on dit humaniser les soins de santé, ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune transaction d'argent quand il y a une urgence. Aucune. Les transactions, même si on doit payer pour la santé, moi je ne veux pas qu'on paye pour les soins d'urgence et pour les consultations, ça c'est mon programme, mais même si je ne suis pas président de la République, il faut humaniser les soins de santé. Quelqu'un ne devrait pas fuir l'hôpital parce qu'il a les poches vides. D'accord. Ok ? Et troisièmement, un système de santé qui fonctionne doit s'assurer que le malade, quand il en ressort, n'est pas plus pauvre que quand il rentrait. Parce que ça ne sert à rien de soigner un homme et de créer un pauvre. D'accord. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je sais que tu n'as pas le temps, mais la santé, c'est très important. Absolument. Donc je voulais dire, nous ne nous focalisons pas sur les bâtiments, nous nous focalisons sur l'homme, nous mettons l'homme au centre. Et en quoi ça consiste concrètement ? Nous mettons l'homme au centre de nos préoccupations. J'en ai parlé. Comment est-ce qu'on met en place un système de santé qui fonctionne ? Et surtout, pour que ça fonctionne, il faut que les soignants puissent être bien pris en charge, eux aussi. Et c'est pour ça que nous proposons le doublement sur 5 ans des salaires de tout le personnel du système de santé. Encore 2 ou 3 questions sur la santé. Du public. Du public. Quelle stratégie votre programme prévoit-il, et ça c'est important, on peut étendre la question, on va revenir sur la formation et l'éducation plus tard, mais on peut étendre la question sur les enseignants, là nous sommes en santé, pour retenir les médecins et personnel soignant qui émigrent massivement. Je l'ai dit, le cas, on l'observe aussi dans le domaine de l'éducation et même dans le domaine de la sécurité. Nos cadres, grandement formés, de très grande qualité, émigrent pire que des petits pains. Votre programme, comment inverser la tendance ? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une question d'offre et de demande. D'accord. Et le minimum qu'il faut faire immédiatement, et sur une période de 5 ans, parce que ce n'est pas soutenable d'un seul coup, c'est de doubler les salaires dans l'enseignement et dans la santé. Ce sont les personnels les plus importants de notre société. D'accord. Et donc, il faut immédiatement doubler leur salaire sur une période de 5 ans. Quand je dis immédiatement, c'est-à-dire que l'instrument qui met en place ce doublement doit exister immédiatement, mais ensuite, ça se fait progressivement. Il faut savoir que ça ne coûte pas plus cher aux contribuables, encore moins à l'État. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, quand vous regardez le budget de la République du Cameroun, il n'y a aucune ligne dans le budget de la République où vous avez des recettes provenant du système de santé camerounais. Ça n'existe pas. Vous n'avez aucune ligne de recettes
provenant de l'éducation, que ce soit de base, secondaire ou enseignement supérieur. Ça n'existe pas. Or, ce sont ces deux départements qui consomment la fortune du peuple camerounais. Donc il y a un problème. Absolument. Et où est ce problème? C'est qu'il faut changer l'approche. Il faut aujourd'hui, on est obligé de taxer les usagers des hôpitaux pour pouvoir arrondir les fins de mois de façon légale, je le souligne, du personnel de santé. On est obligé de passer par les APE et tous les autres, les frais d'informatique et j'en passe, pour arrondir les fins de mois des personnels de l'enseignement. Mais ce qu'il faut faire, M. Dipita, c'est d'augmenter leur salaire. C'est l'État qui doit jouer ce rôle. D'accord. Et l'État doit être central dans le bien-être du personnel. Et le reste du personnel de l'État doit avoir une augmentation d'au moins 50%. C'est impératif. C'est compris. Les Camerounais dépensent plus de 70% de leur frais de santé de leur propre poche. Statistique Banque mondiale 2022. Comment comptez-vous instaurer, on en parle beaucoup, reformer ou je ne sais pas trop, une couverture santé universelle? Alors, je parlais de la couverture santé universelle tout à l'heure quand je parlais d'un système de santé. En fait, il s'agit de ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler plutôt du côté assurance maladie, qui n'est qu'un des facteurs d'une couverture de l'ensemble. Voilà. Mais une assurance maladie doit être mise sur pied, doit être imposée, doit être immédiatement mise sur place. Et puis, ce que le gouvernement doit faire, ce n'est pas forcément... Oui, le gouvernement doit aussi, avec les fonctionnaires et avec tous les métiers relativement précaires, trouver des voies et moyens. Et d'ailleurs, la bourse familiale que je propose a un volet assurance maladie dedans, mais doit, au-delà de ce rôle de mettre de l'argent du contribuable dans le social et à ce niveau-là, pour pouvoir soutenir les familles les plus pauvres, je vais le dire ainsi, il faut absolument que le gouvernement comprenne qu'il doit réguler le secteur. Il doit faire en sorte, en fait, il doit donner les moyens pour que les mutuelles puissent exister et puissent croître, puissent vraiment être efficaces. Et ça, c'est le rôle central de l'administration, le rôle central du gouvernement. Et comment ça se fait? C'est en faisant en sorte que l'accès aux soins, que l'accès aux soins n'est pas assujetti au paiement immédiat, mais vous savez, quand ça passe à travers une mutuelle, vous n'avez plus ce blocage-là, donc ça passe par une comptabilité, etc. Deuxièmement, il faut contrôler les coûts. Vous contrôlez comment les coûts? C'est-à-dire il faut baisser le prix de l'hôpital en payant le personnel, parce qu'aujourd'hui, le personnel, tout ce que vous payez à l'hôpital, ça va dans la quote-part. Absolument. Donc, pour que vous n'ayez plus payé 3 millions pour une opération, mais il faut que l'État paye mieux ses professeurs qui conduisent voilà. Il faut que ces gens ne soient plus attirés par les salaires minables du Canada, mais qu'on leur donne des vrais salaires ici pour qu'ils restent ici. On a les moyens pour ce faire. Et ensuite, le système de santé coûtera bien moins pour toutes ces mutuelles qui pourront envoyer leurs adhérents se faire opérer à moindre coût. Donc il y a tout ça, il y a le médicament qu'il faut absolument voir. Il est quand même incroyable aujourd'hui, je me rappelle encore les images qui ont effrayé le monde entier du ministère de la Recherche avec sa compresse à comprimer. C'est quand même pas croyable que 65 ans plus tard, nous ne produisons même pas l'aspirine au Cameroun. Et aucun médicament contre le paludisme. Et aussi, comment est-ce qu'on peut m'expliquer que quand 75% de la population camerounaise a plus foi en la médecine traditionnelle ou la pharmacopée traditionnelle que la médecine moderne, mais nous n'avons pas encore intégré cette médecine traditionnelle dans nos systèmes de santé. C'est-à-dire que si vous allez à la Quintini, vous n'avez pas de pavillon pharmacopée traditionnelle. Vous ne pouvez pas dire que je vais à droite pour voir la médecine traditionnelle et qu'elle est structurée, et qu'elle est encadrée et qu'on ne va pas me donner un truc périmé, etc. Donc tout ça doit être vu et travaillé. C'est un ensemble. Mais ce qu'il faut, c'est un système de santé. Et la partie maladie, c'était la troisième partie dont je parlais, c'est que le malade ne doit pas sortir de sa maladie pour être plus pauvre que quand il est tombé malade. Et c'est comme ça qu'on voit qu'un système de santé fonctionne.
Éducation et santé, chiffre INS 2023, le taux d'analphabétisme au Cameroun reste estimé à 22%. Comment le réduire? Ça, c'est la première. Mais surtout la deuxième, comment comptez-vous moderniser l'enseignement? Ça, c'est une problématique assez prenante. L'enseignement supérieur est mieux adapté au marché de l'emploi. Donc, formation, adéquation, formation, emploi. Première chose, inverser le taux en termes d'analphabétisme, mais surtout adaptation, formation, emploi. L'analphabétisme, en fait, il faut augmenter l'accès à l'éducation pour les adultes. C'est quelque chose d'urgent et cela peut être fait très facilement d'ailleurs. Pour les adultes. Pour être analphabète, il faut être adulte. Vous ne pouvez pas être enfant pour l'être. Donc ça veut dire qu'à un certain âge, vous ne savez pas lire et écrire. C'est comme ça que vous rentrez dans ces statistiques. Et très souvent, quand vous êtes dans cet âge et que vous ne savez pas lire et écrire, au fait, vous n'avez plus accès à l'école parce qu'on vous dit que pour rentrer à la CIL, il faut avoir 6 ans, etc. Donc il faut donner une éducation de deuxième chance aux Camerounais. Et voyez-vous, avec la crise de Boko Haram et du Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'est même une urgence nationale pour qu'on ait, et ça peut se faire très simplement avec des cours du soir d'État. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes infrastructures, mais on crée des cours de soir pour que les gens aient une éducation de deuxième chance pour se rattraper. Deuxièmement, et je lance là-dessus, il faut absolument, et c'est dans le programme aussi, installer les VAE, c'est-à-dire les acquis d'expérience, la validation des acquis d'expérience, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un pays qui est beaucoup trop théorique, en fait, où tout tourne autour du diplôme ou du certificat et rien ne tourne autour de l'expérience, alors que quand vous allez chercher un travail, on vous demande l'expérience. Donc la validation des acquis de l'expérience, c'est quelque chose de très important. C'est arrivé dans certains pays francophones très tardivement, malheureusement, mais c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, si vous avez des situations où vous avez des gens qui ont un talent inouï, mais qui n'ont aucun diplôme, et puis vous avez des gens qui ont un doctorat qui ne savent rien faire. Donc ça, il faut inverser, et donc il faut que les gens qui ont, par exemple, 15-20 ans d'expérience dans un domaine puissent avoir une validation de cette expérience-là, et ça leur ouvre la porte peut-être pour aller faire un Master 2, un doctorat, etc., pour structurer tout le savoir qu'ils ont. Parce que très souvent, ces étudiants vont... Maintenant, sur le fond, sur l'enseignement supérieur, aux dernières nouvelles, il y avait 405 000 étudiants dans nos universités d'État, 11 universités d'État, ou plus ou moins, et il n'y avait que 5 000 qui étaient dans les filiales STEM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie, la médecine. Je vais ajouter l'agriculture. C'est un scandale. Et ce qu'il faut faire urgemment, et c'est ce que je propose, et je me bats même à l'Assemblée pour, c'est qu'il faut inverser. Il faut changer de paradigme. Il faut inverser. Nous devons avoir 400 000 étudiants dans les filières STEM et 5 000 en droit, et pas l'inverse. Et pour y arriver, comment est-ce qu'on le fait? Tous les pays qui y sont arrivés, c'est qu'ils ont l'accès à cette éducation est ouverte par le bas et fermée vers le haut, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on ferme à l'entrée et on est tolérant à la sortie, ce qui fait que beaucoup de nos médecins ont dû aller au Mali, ont dû aller en Guinée, ont dû aller dans tous ces pays, en Côte d'Ivoire, etc., récemment, pour être intégrés. Pour étudier la médecine et pour revenir ici. Et très souvent, on voit qu'ils sont même meilleurs que ceux qui sont passés par nos universités ici, nos grandes écoles ici, qui sont fermées à l'entrée. Donc, quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'au fait, quand on fait le tour de nos chantiers, on voit rarement un jeune Camerounais, une jeune Camerounaise. Quand on fait le tour même de nos bâtiments aujourd'hui, on ne voit que des étrangers qui y travaillent, etc. Donc, il faut changer ça. Donc, il faut absolument qu'on ait des écoles qui forment pour le développement de notre pays, avant de les former même pour les entreprises. Il faut ça. Deuxièmement, il faut urgemment intégrer l'apprentissage dans notre système éducatif. Les pays qui ont le mieux réussi dans le monde entier, ce sont les pays où l'apprentissage aspire presque 70% de ceux qui se font former. Parce que c'est là où vous avez tous les cœurs de métier nécessaires pour développer un pays. Je suis désolé aujourd'hui,
c'est difficile de trouver au Cameroun un carreleur qui sait poser des carreaux ou un plombier qui sait réparer un robinet. C'est extrêmement difficile. Or, on dépense des milliards dans tous nos CETIC. Mais ça démontre une chose. Ça démontre que cette éducation technique n'est pas en adéquation avec la demande du marché. Et c'est parce que c'est trop théorique. Donc, il faut casser cela. Et c'est ce que nous proposons. Ça veut dire que c'est une formation VTech qui permet aux jeunes de passer 2 à 3 jours selon la filière en entreprise. Et les entreprises qui recrutent ces jeunes ont des avantages fiscaux et 2 à 3 jours en salle de classe pour parfaire la théorie qu'ils appliquent maintenant en entreprise. Comme ça, quand vous êtes formé et que vous sortez avec votre capacité ou votre BTS, vous avez aussi en même temps 3, 4, 5 années d'expérience, donc vous n'êtes plus bloqué au niveau d'accéder à l'emploi. Finalement, sur ce point, j'aimerais dire que il est très important de comprendre qu'on passe à l'emploi 2.0, c'est-à-dire que le travail ne sera plus jamais comme il était avant. Il est aujourd'hui mobile, les gens n'aspirent plus à avoir une fonction pendant 20 ans ou un contrat de travail pendant 20 ans, ils sont devenus plus flexibles. Et les employeurs cherchent des compétences. Et ces compétences-là aussi, complètement, ne sont plus où elles étaient il n'y a que 10 ans. J'aimerais te faire savoir que j'ai cogné sur la table au Parlement quand j'ai réalisé que sur le rapport du ministère de l'enseignement secondaire, ils étaient très fiers de nous parler de la dactylographie. C'était il y a plusieurs années en arrière. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent du contribuable pour former des chômeurs? Parce qu'il y avait encore plein de filles qui faisaient la dactylographie. Et je pense que c'est autour de 2013-2014 qu'on a arrêté. Aujourd'hui, nous formons des milliers de jeunes garçons et de filles en mécanique auto, alors que nous savons déjà qu'en 2035, la plupart de moteurs thermiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus parce qu'il y a un passage vers vers l'électrique. Okay? Et qui est une toute autre technologie qui n'a plus besoin des compétences que ces gens sur les moteurs thermiques ont. Mais il n'y a personne qui bouge à Yaoundé, on ne fait que former des milliers de gens. Et nous savons déjà aujourd'hui que tous ces gens sont en chômage. Donc il y a cette orientation scolaire-là qui est aussi très importante parce que si, vous ne pouvez pas réussir l'intégration de vos jeunes si l'orientation n'a pas réussi. J'avais encore beaucoup plus à dire, mais... il nous reste environ 10 minutes. Vraiment, c'est un programme costaud. On ne va peut-être pas l'épuiser totalement. Alors, en 10 minutes, on va essayer de séquencer. Vous allez nous faire vos propositions d'un meilleur accès à l'eau et à l'électricité, dans un premier temps 5 minutes, et après on va parler un peu de culture et de sport pour contenter également ces secteurs et savoir est-ce que et concrètement ce que le programme du SDF prévoit pour ces domaines. Accès à l'eau et à l'électricité, que prévoyez-vous et qu'est-ce que ça peut coûter? Alors, je vais être bref et court. Je vais prendre juste 2 exemples et puis j'espère que je peux rentrer dans les 5 minutes. Eau. Le Cameroun veut, le SDF veut un Cameroun fédéral. Okay. Cameroun fédéral, c'est quoi? Ça veut dire que toutes les compétences sont au niveau le plus bas. C'est-à-dire que tout l'argent va au niveau le plus bas. Et nous ne voulons pas réinventer la structure du pays. Nous disons que nous avons 3 tiers de gouvernance. Nous avons la commune, nous avons la région, nous avons l'exécutif à Yaoundé. Tout doit aller vers les communes. Et uniquement ce que les communes ne peuvent pas faire, par un principe de subsidiarité, sera fait par les régions. Et ce que les régions ne peuvent pas faire, par un principe de subsidiarité, sera fait par le niveau national. Au niveau de l'eau, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'on ait besoin d'un monopole d'État pour mettre de l'eau dans un tuyau, dans un point A, pour le transporter vers un point B? Personne ne peut me dire ça. Aujourd'hui, les systèmes d'adduction d'eau performants sont contrôlés par les communes. Quitte aux communes maintenant de ne pas le faire en régie et de le sous-traiter par une entreprise comme Camwater ou une autre. Donc, pour l'eau, il faut absolument que ça se passe au niveau de la commune. Pour l'électricité, on a plein de choses à dire, mais je veux prendre juste une. C'est que, je l'ai dit tantôt,
Le potentiel de l'énergie solaire est de 30 000 mégawatts de ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une véritable industrie autour du solaire. Donc il faut déjà, premièrement, investir pour produire les panneaux solaires les plus performants et tous les accessoires dont vous avez besoin. Deuxièmement, il faut pouvoir faire ce que beaucoup d'autres pays, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme beaucoup de pays asiatiques ont fait avec beaucoup de succès. C'est que vous faites des transformateurs qui vont dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Dipita Tongo, dans sa nouvelle maison, peut mettre du solaire sur le toit et quand il ne consomme pas cette électricité, son compteur fait un compteur va-et-vient, c'est-à-dire que son compteur vend de l'électricité à Eneo. Je prends Eneo parce que c'est ce qui existe aujourd'hui. En Afrique du Sud, partout, c'est ce qu'il y a. Cela veut dire qu'au fait, aujourd'hui, dans certains ménages qui ont des très grosses toitures bien exposées comme au nord, vous gagnez de l'argent chez Eneo. Et ceux qui consomment beaucoup, avec beaucoup de climatisation, vont continuer à payer. Et ce qui veut dire que rien qu'avec ce système, et avec le solaire, et si on le fait bien, non seulement la moitié des ménages camerounais vont gagner de l'argent en produisant de l'électricité, parce que ce qui se passe d'un point de vue financier, peut-être il faut l'expliquer, parce que ce qui se passe, c'est que l'investissement est fait sur la base de votre facture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous payez en moyenne, je dis n'importe quoi, 20 000 francs par mois d'électricité, on va mettre 2-3 panneaux sur votre toiture, donc vous aurez l'équivalent des 20 000 francs. Vous allez continuer à payer 20 000 francs, mais maintenant vous les payez pour payer les frais d'acquisition de ces panneaux. Et quand c'est comme les taxis et les motos que les gens prennent en location-vente, quand vous avez fini de payer ces panneaux-là, un système qui est mis en place et supporté par l'État, par un fonds gouvernemental, quand vous avez fini de payer ces panneaux, les panneaux sont les vôtres. Et pendant que vous avez ces panneaux, si ces panneaux produisent un surplus d'électricité, comme vous avez un système va-et-vient, donc votre compteur va en moins quand vous donnez l'électricité au système et votre compteur va en plus quand ça prend. Maintenant, il faut aussi des systèmes centralisé de batterie et tout ça, mais ça fait partie de cet écosystème qui fait fonctionner tout ça. Ça fonctionne très bien dans les pays bien organisés. À partir du 13 octobre, le Cameroun sera bien organisé, on va le faire. Joshua, pour terminer, diaspora, culture, sport, en quelques mots. Alors, une des mesures de rupture, j'ai déjà déposé à 2 reprises des propositions de loi par rapport à ça, c'est d'abréger l'ordonnance de 68 sur le code de la nationalité, parce que je ne vois pas pourquoi les gens seraient punis, parce que ils ont besoin de changer de statut pour pouvoir vivre à l'étranger. Donc ça, il faudra arrêter tout de suite. C'est-à-dire que l'article de la loi de 68 sur le code de la nationalité qui pénalise le fait d'acquérir une autre nationalité, il faudrait arrêter ça tout de suite. Il faudrait même aller plus loin. Moi, je veux qu'on donne, parce que la diaspora, quand on parle de la diaspora, au fait, ce sont ceux qui sont partis à travers l'esclavage et qui ont fui la colonisation aussi. Il faudrait qu'on trouve des moyens pour mettre dans la disposition de la loi future des éléments qui permettent à ceux qui veulent retrouver leur bercail de pouvoir le faire à travers les tests ADN. Il y a beaucoup de Camerounais qui aujourd'hui sont des éminences partout dans le monde qui ont retracé leurs racines vers le Cameroun, mais qui sont toujours coupés de la nationalité. Je crois qu'ils devraient avoir les mêmes chances que nous autres qui sommes nés dans le pays pour pouvoir avoir ce passeport vert et être fiers d'être Camerounais. Et ensuite, il faut la mobilité de la diaspora. Et pour ce faire, il faut bien sûr le statut des Camerounais de l'étranger. Et ce statut des Camerounais de l'étranger n'est pas associé à la nationalité que vous portez, parce que pour des raisons diverses, vous pouvez ne pas avoir la nationalité camerounaise, mais vous devez garder le statut de Camerounais de l'étranger pour pouvoir vous permettre d'entrer et de sortir au Cameroun comme vous voulez et d'investir ici comme les Camerounais. Et finalement, je pense que pour la diaspora, il faut aussi un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diplomatie culturelle du Cameroun est trop faible. Et nous voyons comment la diplomatie culturelle de la Chine a fonctionné dans le monde entier. Nous voyons celle de la Turquie actuellement en Afrique. Nous voyons ce que le Nigeria est en train de faire. Et je pense qu'on doit aller dans le même sens pour pouvoir
investir dans cette diplomatie, ce soft power, cette diplomatie culturelle, pour que les Camerounais redeviennent fiers d'être Camerounais, pour qu'on soit présent partout. Maintenant, en sport, je pense que le sport au Cameroun est vu comme un trophée politique et il faudrait changer ça. Le sport, c'est une véritable économie, c'est l'économie événementielle et c'est tout un ensemble, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, nous nous concentrons que sur les athlètes. Nous oublions qu'il y a tout plein d'autres métiers autour du sport qui n'existent malheureusement pratiquement pas au Cameroun, qu'il faudrait donner aux jeunes l'occasion de pouvoir les intégrer. Et surtout, il faudrait, dans le statut du sportif, il faudrait encadrer l'après-carrière pour que nos grands sportifs ne tombent pas dans une précarité dès que leur carrière s'arrête. Et surtout, il faudrait trouver les voies et moyens pour professionnaliser Et le sport ne devrait pas être mesuré seulement au résultat d'une équipe nationale, elle devrait être mesurée sur les performances de toute l'Olympiade. Je sais aussi, vous allez regarder la caméra pour terminer. Vous venez de faire plus de 90 minutes à exposer votre programme à 30 millions de Camerounais. S'il y a encore un Camerounais qui doute de votre programme ce soir et que vous avez un message à lui dire dans la caméra, que lui direz-vous? J'ai beaucoup de messages comme toujours, mais je veux prendre un seul. Nous allons vers une élection le 12 octobre 2025 pour choisir l'avenir de nos enfants. Ce choix, ce n'est pas le choix du président de la République, c'est le choix de ce que le président de la République, qui arrivera le 13 octobre, fera. Dans cette course, j'ai fait le tour de tout ce qui est offert et je peux vous dire avec garantie que la plupart des autres candidats sont très intéressés par le trône. Ce que le SDF vous propose, c'est un candidat, Joshua aussi, qui est intéressé par la République. Et c'est pour cela que je me propose de devenir président de la République pour casser le système, pour passer du jacobinisme, de cet hypercentralisme, de cet hyperprésidentialisme vers un système fédéral. Ça veut dire redonner le pouvoir au peuple, mettre tout à la base, développer le pays depuis la commune vers le haut et que le peuple redevienne véritablement le patron de ce pays et décide de la direction des affaires de ce pays. Cela ne peut pas aller seulement comme ça. Donc il faut aussi mettre sur pied un système semi-parlementaire où le Parlement, qui est la représentation du peuple, reprend son pouvoir et arrive à sérieusement contrôler l'exécutif qui dépense l'argent du contribuable camerounais. Et pour que ça fonctionne, il faut que la justice ait l'indépendance nécessaire pour pouvoir faire son travail et pouvoir être crainte par le président de la République. Je ne vous propose pas des miracles. Je vous propose l'organisation d'un pays en voie de développement qui veut se développer. Et c'est pour cela que je le dis et je me répète, je ne suis pas dans une course pour le trône, je suis dans une course pour la République. Et je pense qu'il n'y a aucune autre offre qui va dans le même sens. Merci. Cet entretien a permis de parcourir les grands axes du programme de Joshua aussi, candidat du SDF à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. De la gouvernance à la santé en passant par l'éducation, l'inclusion sociale, les infrastructures et la diaspora, il propose un projet, a-t-il dit, de rupture et de reconstruction nationale. Reste à savoir si les Camerounais scelleront ce contrat de confiance avec lui pour bâtir ensemble le Cameroun nouveau qu'il appelle de ses vœux. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.